Bonjour à tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Alors, le rôle de notre média collaboratif, eh bien, c'est de s'interroger, étudier et informer sur les sujets parascientifiques et ses transversalités afin de générer une réflexion et un questionnement sur le monde pour percevoir la vie autrement. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et puis surtout, n'oubliez pas de visiter notre page Tipeee. Alors, cette émission, elle est très particulière ce soir. D'une part parce que c'est un sujet que nous n'avons pas encore abordé sur les ondes du Maybe Planet, mais surtout parce que c'est une émission que nous faisons avec Jessica de Cap. Bonsoir. Bonsoir Pascal, merci beaucoup de m'avoir invité, merci. Ah bah c'est un grand plaisir et alors je suis très honnête, moi ce sujet du chamanisme c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse énormément, mais comme je connais sans trop connaître, il me fallait une spécialiste, quelqu'un d'aguerri sur ces questions et j'ai tout de suite pensé à Natacha. Natacha, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir Jessica. Merci de me présenter comme une spécialiste. Ça va être Jessica la spécialiste du coup, mais on veut bien t'épauler un petit peu. Hein. Ouais. Merci beaucoup de m'accompagner Natacha, ça va être très agréable de faire cet entretien avec vous deux. Hein, alors c'est vrai qu'on traite beaucoup d'ufologie, hein, ou alors c'est très masculin l'ufologie. Là ce soir on est un petit peu dans la féminité et ça va faire du bien, effectivement. Alors, Jessica, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait expliquer aux spectateurs comment on se connaît, toi et moi, puisque, en plus, Jessica, c'est un petit peu particulier parce que tu es la première journaliste que j'ai vue lorsque j'ai enregistré la première capsule d'enquête paranormale. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais j'étais quand même dans mes petits souliers ce jour-là. Oui, je me souviens bien. Et en retour, ce qui est rigolo, c'est que tu es le premier à m'interviewer sur mon livre. Ah bah tu vois, voilà. C'est un juste retour des choses, effectivement, puisque Jessica a travaillé pour l'émission Enquête paranormale pendant 2 ans, 3 ans. Combien de temps à peu près? Oh, je ne sais plus, tu sais, le temps, oui. Temps voilà, va, vient. 2 ans, moins de 2 ans, je crois. À peu près 2 ans, effectivement. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ce que tu décris, le voyage que tu décris dans ce livre, eh ben, quand on s'est rencontrés, tu l'avais déjà fait. Oui. Alors c'est vrai que, alors c'est toujours pareil, quand je venais à Paris, c'était assez rapide, on arrivait, on faisait l'émission, on mangeait un sandwich et puis on repartait, et on n'avait pas abordé ces sujets-là. Et quand tu m'as dit, bah écoute, je sors mon livre, j'ai dit tiens, c'est sympa, tu sors quoi comme livre? Chaman, Pérou, porte des étoiles. Et là, j'ai été très étonné. J'ai dit, mais Jessica s'intéresse au chamanisme, ça, c'est pas rien quand même. Ça, c'est pas rien. Donc, tu m'as envoyé ton livre à moi et à Natacha. Alors, Natacha, montre un petit peu les notes que tu as prises aux spectateurs. Voilà. Regardez la belle forêt amazonienne. Voilà. Elle a transformé le livre en forêt amazonienne, effectivement. Donc, moi, j'ai juste un petit marque-page, donc j'ai un peu honte. Allez, je ne vais pas le montrer, effectivement. Alors, ce qu'on a dit aussi, Jessica, c'est que on va parler bien sûr de ce livre, de ton expérience, et puis aussi de ce que ça t'a apporté, parce que ce sont des expériences qui marquent sur le long terme. Mais on va parler de choses qui sont un petit peu particulières. Donc, tu as mis un avertissement dans ton livre et je vais le lire parce qu'il est important, effectivement. Alors, ce récit n'a pas vocation à inciter quiconque à faire usage de plantes psychotropes. Cette exploration personnelle a nécessité une préparation physique, psychologique et spirituelle, et toutes les cérémonies de guérison ont été menées dans des lieux autorisés et des cadres consacrés par des guérisseurs confirmés. Voilà, ça me paraît important d'entrée d'émission, de poser ces bases-là. Encore une fois, Jessica partage son témoignage, mais ce n'est pas une incitation à faire, à pas faire ou à quoi que ce soit. Chacun garde son libre arbitre.
Apprendre à guérir les autres à travers la force des plantes et de l'esprit, ça demande une discipline déjà ultra forte avec soi-même, mais au-delà de la discipline, ça demande une volonté d'être prêt à traverser les douleurs, les peines, les émotions, d'abord les siennes et ensuite celles des autres. Et comment on sait, comment toi tu sais que je suis vraiment destinée à cet apprentissage? Je ne vais pas te le dire directement, tu as besoin de le découvrir par toi-même. La plante vient avec son essence pour révéler ton essence. Il existe en effet un portail qu'on appelle le portail des étoiles. Les Shipibo le disent de cette manière-là, les mondes de nos frères de l'univers. Il existe d'autres réalités qui sont connues de l'humanité à travers la science-fiction seulement. Jessica, on va commencer peut-être par le commencement. Ce sont des sujets qui t'intéressent depuis combien de temps? Alors, le chamanisme, l'ésotérisme, le paranormal, tout cela m'intéresse depuis mon plus jeune âge, puisque moi, depuis déjà toute petite, j'avais des ressentis, j'avais des visions, il se passait déjà des choses paranormales pour moi. Et ensuite, bon, j'ai grandi en oubliant tout ça, en mettant même tout ça sous le tapis pour vivre une vie, on va dire, plus conventionnelle. Et puis, il y a quelques années, 4-5 ans, j'y ai repensé et en regardant ma bibliothèque, je me suis dit, mais mon Dieu, mais tous ces livres sur le chamanisme, ces oracles et tout ce que j'accumule depuis des années, il y a bien un sens à tout ça. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et il se trouve qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait des rencontres qui m'ont amené tout droit vers le chamanisme. J'ai rencontré des chamans qui travaillent, on en parlera d'une façon très particulière, parce qu'il y a plusieurs courants chamaniques, hein, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs voies, plusieurs médecines qui permettent de se connecter à d'autres réalités. Mais la voix, moi, qui m'a interpellée, qui m'a choisie, qui m'a appelée, c'est la voix des traditionnels Shipibo Konibo, la voix péruvienne, la voix en effet des plantes qu'on appelle des plantes sacrées ou des plantes maîtresses, des plantes enseignantes. Voilà, et ça a commencé par des rencontres, tout simplement, des rencontres assez extraordinaires en fait, hein, que je n'avais pas cherché. Voilà, le hasard. Le hasard. Le hasard a bon dos quand même. De drôles de coïncidences qui font que voilà, ces personnes m'ont ouvert des portes, m'ont permis de comprendre comment elles travaillaient et m'ont initié à leur rite. Et puis, ça m'a ouvert davantage de portes, en fait. Ouais. Les portes de la perception, on va dire. Et aujourd'hui, en effet, ce n'est que mon expérience, que ma vision des choses. Mais moi, ça m'a bouleversée et ça a permis de… Moi, j'étais en quête de sens aussi. Ça a permis, moi, de me trouver vraiment. Ouais. Tu restes un grain de sable, mais un grain de sable plus brillant. on est bien d'accord, effectivement. Alors, c'est vrai que tu parles de ces rencontres. Alors, effectivement, moi, je m'amuse toujours à dire le hasard, mais enfin, bon, le hasard est une loi qui voyage incognito, on le sait tous, effectivement. Mais c'est quand même un petit peu… Est-ce que tu n'as pas eu on va dire, des peurs ou des craintes par rapport aux gens que tu pouvais rencontrer, parce qu'on peut tomber sur des gens peut-être un petit peu douteux ou avec des mauvaises intentions quand même? Alors, étrangement, je n'ai pas eu de peur parce que ces rencontres étaient tellement étranges et bouleversantes. J'ai fait confiance. J'ai fait confiance déjà à mon instinct. Et puis, je posais ces questions et ces rencontres arrivaient comme des réponses à mes questions.
à un moment où justement j'étais en quête de sens, je m'interrogeais beaucoup sur mon métier, voilà, y a-t-il d'autres réalités et puis aussi sur la voie spirituelle en fait, voilà. Donc non, j'ai pas eu peur en fait, j'ai pas eu peur et parce que j'ai senti que je pouvais faire confiance. Mais en effet, dans cette voie-là, il y a un engouement immense en ce moment pour le chamanisme, toutes les voies du chamanisme. Hein. Et en effet, il y a un marketing, hein, un tourisme qui se développe autour de certains outils chamaniques. Donc oui, il faut faire attention, il faut être prêt. Il faut être prêt. Ouais, effectivement. Et c'est vrai que ton métier t'a peut-être aussi aidé parce que en tant que journaliste, bon, tu as l'habitude d'une certaine, on va dire, liberté de déplacement, d'une réflexion permanente. Enfin voilà, tu es habitué à changer d'un sujet à un autre. Tu es tout le temps dans la réflexion en fait. Oui, je suis habituée à une certaine rigueur, à m'adapter à des environnements et à des personnes très, très différentes. Et puis, j'ai fait confiance tout simplement à mon instinct. Le journaliste aussi, il a un instinct sur le terrain. Moi, je pense que j'étais déjà, voilà, j'avais déjà ça en moi depuis très longtemps. Et c'est pas anodin non plus si j'ai choisi ce métier-là, cette voie-là, de communiquer, de transmettre à travers la télévision. C'était déjà une partie de moi. Alors, je ne la renie pas du tout. D'ailleurs, je continue à travailler pour la télévision. Bien sûr. Je garde les critères. La télévision reste quand même le mur de la grotte moderne le plus utile pour communiquer des idées, des concepts. Tout passe par là aujourd'hui, de toute façon. Oui. Tout à fait. Alors, Natacha, je vais peut-être te laisser. Oui, je brûlais là d'intervenir parce que ça m'a passionnée. Ton livre, Jessica, écoutez, Pascal et Jessica, si vous êtes d'accord, on va plonger vraiment au cœur de ce livre. Alors, ce livre, déjà, c'est un parcours initiatique, c'est absolument incroyable. Moi, pour dire franchement, il m'a parlé. Il m'a parlé directement, il m'a parlé au cœur, il m'a bouleversée, j'ai pleuré, j'ai ri, parce qu'il est bourré d'humour aussi. Enfin, c'était un... Ouais, bourré d'humour. Sinon, voilà. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde très sérieux. Et toi, tu dis depuis tout à l'heure, c'est vrai que tu avais beaucoup de recherches spirituelles, tu avais des questions, et c'est ce qu'on voit dans ton livre, on voit tes questions, mais on voit des réponses. Alors, maintenant, on va plonger dedans. Et donc tu as dit énormément de choses et ce que tu as écrit m'a énormément fait penser à cette dame que vous connaissez sans doute tous les deux, en tout cas Pascal, je sais que tu la connais, Dolores Cannon. Tu as entendu parler de ses écrits et tu as parlé de plein de choses, d'incarnations diverses. Tu as parlé de ta famille galactique. Alors on y va. Est-ce que tu es encore en contact? Est-ce que tu as eu des informations sur différents domaines? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, en effet, moi, ce qui a été extraordinairement émouvant lors de ces expériences chamaniques, c'est de constater que nous ne sommes pas simplement déjà la personne, l'identité, ce qu'on croit être, mais qu'on est bien plus vaste, bien plus complexe que le personnage Jessica, le personnage Pascal, le personnage Natacha, par exemple. Et c'est de contacter d'autres mondes, d'autres réalités, d'autres fréquences et donc d'autres êtres. Et en partie, ce que j'appelle ma famille galactique. Pour répondre à ta question, au-delà du voyage chamanique avec les plantes sacrées d'Amazonie, moi, j'ai des perceptions qui sont quotidiennes. Évidemment, ce n'est pas toujours aussi transcendant, extraordinaire, visuel que lorsque je suis avec des chamans en cérémonie, mais au quotidien ou même la nuit, je peux avoir des contacts. Et oui, pour répondre à ta question, pas tout le temps. Et je ne sais pas un contact que je recherche tout le temps. Le fait de savoir simplement que nous ne sommes pas seuls. Je vais parler pour moi parce qu'on n'est jamais seul. J'ai du mal à parler pour moi pour le coup. Qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours accompagné, qu'on vient bien d'un ailleurs, bien plus aimant, bien plus vibrant, bien plus
grand que tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce à quoi on nous a conditionné, il faut le dire aussi ici-bas, ça suffit à me réjouir en fait, ça suffit à me faire accepter que voilà, je suis incarnée ici et que j'ai quelque chose à faire ici et après c'est ça, ce n'est pas forcément un contact comme je parle avec vous, c'est une sensation, c'est un état d'être en fait. Il y a des moments en effet où je me sens baignée dans des énergies, des vibrations, en tout cas dans des états d'être qui sont indescriptibles et qui sont magnifiques et qui sont difficilement racontables. C'est tout le problème, effectivement. C'est toute la difficulté. Oui. Non, c'est compliqué et je t'admets que moi j'adore ce type de discours, mais là où je commence là dès que j'ai du mal, parce qu'il y a des gens qui commencent à dire mais presque je fais un gueuleton tous les jours avec des êtres transdimensionnels, je suis leur pote, machin. Tu vois, là ça commence un petit peu à me déranger, il y a une espèce de sophisme qui se crée. Toi, c'est pas ce que tu nous dis aujourd'hui, bah voilà, il y a un entourage qui est là, on le comprend ou on le comprend pas, mais il est là, quoi. Oui, puis en fonction, après je reste humaine, hein, il y a des moments où je suis en colère, où je suis peut-être pas sympa, je suis pas dans l'amour, je suis pas dans la joie, et donc je peux pas ressentir tout ça, mais je cherche pas non plus, je cherche pas non plus, comme tu le disais, à contacter forcément, parce qu'il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on en fait de tout ça après. Ouais, c'est ça. La question. Oui, j'ai fait des voyages extraordinaires, intérieurs et au-delà. Mais qu'est-ce que tu en fais quand tu reviens en fait? C'est en ça la difficulté, peut-être même le danger selon moi de ces voies, enfin de la voie spirituelle, c'est de rester perché tout là-haut. Et ensuite, on te demande d'incarner ce que tu as compris en fait, ce que tu as reçu aussi en cadeau en fait, ces merveilleuses énergies, ces messages aussi. Qu'est-ce que tu en fais? Voilà. Et donc, chercher à contacter forcément ces fréquences-là au quotidien, ce serait une fuite de l'ici. Et c'est pas ce qu'on veut non plus. Et c'est pour ça que moi, maintenant, j'ai envie encore une fois, ce n'est que mon expérience, mais de transmettre, d'écrire, de faire des films, pour parvenir à faire ressentir un peu ce que moi j'ai ressenti et pour que chacun puisse s'ouvrir à cette conscience en fait. Alors, moi, c'est une question que je me pose parce qu'encore une fois, c'est un très beau témoignage et qui est ton témoignage. Hein, encore une fois, tu prônes pas de vérité absolue ou autre. Mais en l'écrivant, effectivement, tu le rends réel. Est-ce que, parce que moi, je te le disais tout à l'heure, c'était je te connaissais pas sous cet aspect-là. Est-ce que tu as quand même eu une crainte ou de te dire est-ce que je peux raconter ça, est-ce que ça va pas me nuire, parce que bon, le problème de ce genre d'ouvrage, c'est que il y a des gens qui vont te traiter de perché, qui vont te traiter de mytho, de tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, c'est compliqué ça aussi à gérer quand même. Bien sûr, et je peux pas prouver ce que j'ai vécu. Alors le film quand même à travers le film, on me voit dans des états de transe, on me voit douter, on me voit pleurer, on me voit purger, voilà. Peut-être Jessica expliquer ce que c'est que purger, comme ça on se met dans l'ambiance tout de suite. D'accord, purger, c'est libérer ses émotions négatives, ses pensées, ses croyances, ses doutes, c'est se libérer, se nettoyer au sens propre du terme et dans tous les sens du terme d'ailleurs, de tout ce dont on n'a pas besoin pour s'alléger et pour être quelqu'un de beaucoup plus libre en fait de ses peurs, de ses traumas, de ses croyances limitantes. Et donc purger, en tout cas dans la tradition que j'ai suivie au Pérou, c'est tout simplement c'est vomir. C'est vomir, ouais. C'est gueuler, c'est vomir, c'est pleurer, c'est pousser un cri de colère, c'est voilà. Le chamanisme, le chaman considère que on n'est pas seulement un corps physique, on est aussi au-delà de notre corps physique, on a des corps énergétiques, subtils, et que dans ces corps-là sont inscrites des émotions, sont inscrits aussi des traumatismes et des choses qui inconsciemment nous bloquent,
nous empêche d'être en harmonie, en équilibre, en amour, en joie, en paix. Et donc, le travail chamanique consiste à ressentir au-delà du corps physique, ça passe évidemment par le corps physique, mais libérer, nettoyer ces corps subtils. Mhm. Je vais un peu rapidement, mais voilà. Bon, après, moi, c'est toujours ce que je dis, il ne faut pas que l'homme avec un grand H ou la femme soit trop dur non plus, parce que c'est quand même pas rigolo le monde physique. Hein. On a des bouts de viande, on a froid, on a faim, c'est dangereux, on peut tomber malade. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas une sinécure tous les jours non plus quand même. Hein. Hein, alors moi, j'ai été très très impressionnée par beaucoup de choses, et notamment le lien que tu fais, dont tu viens de parler, entre les vomissements et donc cette libération. Et d'ailleurs, il y a une personne dont tu parles qui s'appelle Jamael, qui dit vomir, c'est rendre l'ego. Oui. Alors ça, je me suis beaucoup interrogée. Je me suis dit, alors dans sa pratique d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu es aussi guérisseuse. Oui. Tu en parles dans ton livre et tu as une pratique où tu parles de ça et tu dis mais j'ai pas tellement envie de vomir, hein, bon, ils ont qu'à le faire. Tes consultants et tes consultantes, après tout, c'est pas forcément à moi de faire ça. Et puis on te parle dans tes communications de l'orgueil, en disant bah oui, mais finalement tu as peut-être aussi un petit orgueil si tu ne veux pas passer par là. Et tu continues alors dans tes séances à avoir ce… Alors, oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça. La purge, elle se fait dans le cadre d'une cérémonie chamanique avec ingestion de plantes sacrées, de plantes psychédéliques comme l'ayahuasca. Elle se fait en cérémonie. Quand je suis en consultation, en face à face ou à distance avec un consultant, il m'est arrivé une fois, parce que je fais des soins énergétiques aussi, de donner la nausée à quelqu'un. Voilà, c'est pas aussi fulgurant qu'une purge chamanique en cérémonie, en plein cœur de la jungle. Mais moi, je suis beaucoup dans le ressenti, donc je peux ressentir des nausées, des émotions, je ressens. Voilà, c'est comme si leurs énergies passaient à travers moi pour être nettoyées, quoi, transmutées. Voilà. Donc, il y a aussi un rôle de filtre alors en fait. C'est ça, le chaman est un intermédiaire en fait, c'est un relais. La définition du chaman, c'est l'intermédiaire entre les mondes physiques, les mondes visibles et les mondes invisibles. Et en fait, il s'offre ou il est, c'est ça, puisqu'il est appelé en fait, il incorpore des énergies ou des esprits qui peuvent être des esprits d'animaux, des esprits de végétaux, d'autres esprits. On parlait de ma famille galactique, ça peut être aussi des esprits angéliques. Et en fait, ce sont ces esprits qui travaillent à travers lui. Moi, il m'arrive, même en consultation, je travaille beaucoup avec le son aussi, le chant, et d'avoir des chants spontanés qui sortent, qui ne sont pas tout à fait ma voix, ce ne sont pas mes mots, ce sont des mélodies que je ne connais pas, des paroles que je ne connais pas, et c'est ce qu'on envoie à la personne en face de moi. Et donc là, il se passe bien quelque chose, et certains me disent aussi parfois dans mon regard, en consultation, qu'il y a quelque chose qui change. Quelque chose qui passe, ouais. Voilà. Alors ça peut faire peur dit comme ça, hein, ça peut ressembler à de la possession. On dit plus médium par incorporation. Voilà, en tout cas aujourd'hui, c'est la façon dont je travaille. Ça peut évoluer ensuite, hein, rien n'est figé. Hein. Moi, je me vois comme une exploratrice et des mondes visibles et invisibles, hein, mais dans un autre discours, je ferais peut-être tout autre chose, je travaillerais différemment. Aujourd'hui, c'est ainsi. C'est vrai qu'exploratrice, quand tu racontes ton arrivée au Pérou, il faut être motivé quand même, quoi. Ah, mais j'ai toujours été aventurière, hein. J'ai toujours aimé barouder, sac à dos. Ça ne m'a jamais fait peur. Voilà. Ouais, parce que là, il n'y a pas de Wi-Fi, là, c'est tu es dans une cabane avec une petite bougie pour t'éclairer toute la nuit. La nuit, tu entends des sons de bêtes impossibles à reconnaître. Et voilà, tu es plongé vraiment dans la jungle, tu es au cœur de la jungle. Mais c'est ça qui est beau aussi, tu déconnectes de ton univers parisien,
de l'hyperconsommation, de ton petit confort. Et c'est ça qui est difficile pour le mental. Tu n'as rien à quoi t'accrocher. Tu peux pas t'accrocher tu n'as plus tes repères quotidiens. Et c'est là que tes résistances, tu les laisses, tes peurs. Ça peut être la peur de vomir, la peur de mourir. D'abord, la plus grande peur humaine, c'est la peur de mourir. Et en fait, on parle de ces purges, ces cérémonies de guérison, ce sont des petites morts. Ce serait intéressant d'ailleurs de faire le parallèle entre, je pense, les expériences de mort imminente et ce qui peut se passer en cérémonie. Ce sont des petites morts, on meurt à soi, puisqu'on dépose des parts de soi, on dépose ses fardeaux, on les aime parfois nos fardeaux, mais voilà, on nous demande, comme tu disais Natacha, de rendre l'ego, et voilà, on dépose ce dont on n'a plus besoin, et ça fait peur, hein, parce que c'est mourir à soi, mais c'est mourir à soi pour renaître. Alors moi, j'ai vu beaucoup de rapports avec les expériences de mort imminente. Bon, Pascal, tu le sais, parce qu'on a fait déjà une émission ensemble où on parlait de ça. J'ai vraiment vu beaucoup d'éléments sur les expériences de mort imminente, et tu en parles. Et puis, tu dis aussi, et finalement, ça rejoint cette thématique-là, tu dis… les réponses, quand tu as des réponses, les réponses parfois elles sont si vastes que les informations arrivent, en tout cas c'est ce que j'ai compris, par palier, et que ça dépend en quelque sorte de ton état de conscience. Et est-ce que, alors ma question c'était par rapport au lien qu'on peut faire entre l'état de conscience et les réponses et la libération de souffrance, de peur. Tu parles des peurs et c'est vrai que tu en rencontres plein, on les voit aussi dans le livre et on en rencontre tous. Est-ce que du coup, tu dirais ça, tu dirais que ces réponses arrivent après des libérations? La façon dont j'ai vécu, moi, ces voyages chamaniques, alors, il n'y a pas un protocole, c'est difficile de dire que ça se passe comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, mais généralement, il me semble qu'il y a d'abord en effet une sorte de souffrance, hein, on te demande de libérer des choses, et une fois que tu les libères, il y a ce que j'appelle la récompense, il y a une libération qui est un état presque de grâce, hein, on comprend qu'on n'avait pas besoin de porter tout ça, en fait, toutes ces peurs, et que parfois il suffit de faire un petit pas, d'accepter de regarder en face ce qui nous fait peur, ce qui nous fait souffrir, et de larguer les amarres aussi, de lâcher des choses pour alors franchir un palier de conscience sans jugement. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai compris les choses, et que les informations ne peuvent pas il y a des informations que je ne suis pas en mesure d'accueillir si moi, je ne fais pas ce travail pour… C'est un peu comme une rencontre, je vois les choses un peu comme si on était à un étage et toi, on te demande de monter vibratoirement en termes de fréquence à l'étage supérieur pour pouvoir accueillir de nouvelles informations. C'est ça. Clair, dites-moi hein, si ça vous semble pas clair. Au contraire, moi ça me parle beaucoup. Du coup, on s'était un petit peu parlé avant l'émission, et est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu ce qui se passe quand tu fais une lecture d'âme? Parce que là, tu vois, on parle d'informations qui arrivent, et la lecture d'âme, c'est la même chose, c'est des informations qui te parviennent, tu te mets dans un certain état et tu as des infos. Voilà. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Alors, ce que je fais quand je fais une guidance médiumnique, et que j'ai quelqu'un face à moi, je lui précise que je vais recevoir, canaliser à travers moi, il y aura des messages qui vont couler et qui vvont lui parler de cette personne. Moi, je ne la connais pas, cette personne. D'ailleurs, je veux en savoir le moins possible. Parfois, je ne veux même pas connaître son intention en venant me voir, pour laisser couler les ressentis, les messages. Et donc, une lecture d'âme, pour moi, c'est tout simplement le message de l'âme de la personne
qui lui dira si elle est, selon elle, dans une voie qui est épanouissante, qui est harmonieuse, qui lui parlera de ses peurs, de ses blessures, et qui tentera de la guider pour lui faire prendre conscience, en fait, par des mots, ça peut être par des paroles, hein, ça peut être par des soins. Parfois, enfin, quand mes mains partent, ça arrivera peut-être parce que mes mains travaillent toutes seules, elles vivent leur propre vie en séance, par des soins avec les mains énergétiques. Voilà, c'est transmettre à la personne, en fait, son potentiel pour moi. C'est ce que nous disait, tu parlais de Jamael, l'un des chamans qui a croisé ma route et qui m'a fait renaître, hein, véritablement. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu as cette capacité à voir le potentiel en l'autre. Et pour moi, faire une lecture d'âme, c'est voir au-delà de son ego, au-delà de ses peurs, de ses blessures, c'est voir son potentiel, ce qu'elle est véritablement, et ce qu'elle est capable d'offrir au monde, j'entends, à quoi elle est capable d'œuvrer. Et ça t'apparaît de quelle manière? Alors, soit en canalisation, en message, en fait, c'est-à-dire que en message. Quand je parle dans ces moments-là, je ne sais pas ce que je vais dire. C'est pas comme si j'avais préparé un discours. Enfin, c'est les mots qui coulent, en fait. Et je dis en parlant ce que je suis en train de dire. C'est un peu alambiqué, mais c'est la sensation que j'ai, en fait. Ça coule tout seul. Comme si je la connaissais depuis toujours. Et Jessica, juste, alors de ce que je comprends, c'est pour ça qu'il est aussi important d'abandonner son ego, parce que sinon l'ego va parler. Et enfin, moi, si j'analyse avec du recul, le risque de l'ego, c'est que c'est l'ego qui va dire des choses et pas et tu vas plus servir de canal. En fait, tu vas dire ce que ton ego te dit de dire, mais tu vas pas être un canal. C'est un peu ça que tu dis. Oui, alors me concernant, je veux dire abandonner mon ego, ça me demande en effet de prendre un temps où je suis centrée, où je me libère moi-même de ma peur de ne pas être efficace, ma peur de dire des conneries, ma peur de quoi. Il y a ça aussi, où vraiment je dois être dans cette attitude, d'ailleurs, voilà, cette droiture, cet état d'être où je me mets au service d'eux, en fait, des énergies que je vais invoquer ou qui m'accompagnent, hein, de toute façon, qui sont là tout le temps, hein. Et ça demande en effet de rester humble. Et c'est ce que disait très très bien Benjamin, que je cite, qui m'a ouvert le chemin en grand, hein. Aussi, Benjamin qui m'a emmené au Pérou, et il disait de façon très, très poétique et très juste que nous sommes, nous chamans, les guérisseurs ne sont que des intermédiaires, hein, et qu'ils guérissent à travers la force de leur esprit, grâce à leur concentration, leur abnégation, leur empathie, mais que nous, voilà, c'est tout aussi le chemin que de rester humble, de comprendre qu'il y a une part de soi, certes, puisqu'elle a permis d'accueillir ces esprits, ces énergies à l'intérieur, à l'intérieur de la personne que je suis. Mais ils peuvent très bien, je pense que voilà, il y a un moment, on n'est peut-être pas chaman toute sa vie, on a ces capacités-là, mais il y a des moments où comme ce n'est pas le chaman qui agit, mais les esprits à travers lui, en effet, garder toute humilité. Ouais. Et ton voyage chamanique t'a permis justement d'accéder à cette part de toi. Et tu parlais tout à l'heure d'humilité. Et excuse-moi, dans ton livre, tu dis « Nous sommes beaux, sans notre orgueil ». Tu dis ça. Mais le monde d'aujourd'hui, tel qu'on le voit, il est quand même le fruit de tout cet orgueil, tout cet ego, toute cette inconscience. Tout ce qu'on fait à notre planète, aux autres et aux animaux. Et est-ce que tu parviens, alors tu disais, oui, je peux être emportée quand même encore par mes émotions, etc. Mais est-ce que tu parviens quand même à créer un espace entre toi, tes émotions, à la fois dans tes soins, à la fois dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu parviens à voir cette beauté malgré ça? Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui?
Malgré. Alors, malgré l'orgueil. Oui. Alors, j'y parviens, pas toujours, parce qu'encore une fois, je reste humaine. Là, j'avoue que j'ai quitté Paris. J'ai quitté le tumulte de Paris il y a presque 2 mois, parce que justement, je ne pouvais plus, en ressentant tout ce que je ressentais, toutes ces énergies, toute cette peur, ce vacarme, je ne supportais plus de ressentir, en fait. Donc là, pour l'instant, je suis dans le sud, je suis un peu en nomade, hein. Mais il y a des moments où j'ai envie, très, très sincèrement, hein, d'habiter une petite maison en haut de la montagne et de ne redescendre que pour le travail. Est-ce que c'est juste de fuir? C'est une fuite aussi. Donc, je suis vraiment sur ce chemin-là en train de chercher, moi, cet équilibre entre, voilà, je suis au milieu de tout ça et en même temps, je m'en préserve. Voilà. Mais, pardon, du coup, je crois que j'ai un peu perdu ta question. La question, oui, c'était est-ce que, du coup, tu parviens à voir la beauté? Voilà. Tu as dit, nous sommes beaux sans notre orgueil. Malgré tout ce qui se passe, malgré tout cet orgueil que finalement l'être humain porte en lui. Si je me sens sur ce qu'il se passe aujourd'hui, en effet, on a envie de vous dire, parce que voilà, là du coup, j'ai des énergies que je ressens et je peux canaliser des messages. Ah, je t'en prie. La beauté, elle est en effet à l'intérieur de chacun d'entre vous, à l'intérieur de chaque être vivant. Et là, en vision, je vous dis ce que j'ai. Là, j'ai pas que des humains. Là, j'ai des plantes, j'ai des fourmis, j'ai des petits animaux, j'ai de tout. J'ai des oiseaux, j'ai de tout. Ce n'est pas si difficile de voir la beauté en chaque être, en chaque chose. Il suffit en effet de se dépouiller de ce que vous croyez être, se dépouiller. L'arrogance a fait beaucoup d'interférences, beaucoup d'interférences dans ce que vous êtes en vérité. Il n'y a pas que cela, il y a le consumérisme, il y a ce système qui vous emprisonne, qui vous empoisonne. Tout cela, ce dont vous êtes en train de vous défaire aujourd'hui, des humanités différentes sont à venir, bien des humains sont en train de s'éveiller. C'est cela la beauté. C'est ce que vous êtes en train de faire, chacun à chaque moment de votre quotidien pour transmettre ce que vous avez compris, ce que vous ressentez en vérité, pour transmettre ce que vous êtes en vérité. L'amour, la paix, la joie, il n'y a que cela en vérité. Là, ce qu'on me montre, en fait, c'est comme si on était, j'essaie de reprendre à la main, dans les énergies que je ressens, je sens des énergies très lourdes, très, très, très lourdes. Et en même temps, on me fait comme ça, c'est pas moi qui fais ça, on vous montre en fait une balance. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est un jeu de balance, en fait. La Terre est en train de revenir à son équilibre. Ça fait beaucoup de dégâts collatéraux, ça fait beaucoup de. Là, j'ai des effets météorologiques en fait. Ça fait beaucoup de. J'ai pas le mot des choses qui remuent en tout cas. Hein. Mais ça ça revient en cycle, ça revient en boucle en fait. Ce sont des périodes qui reviennent et qui reviendront. J'essaie de me centrer sur ta question parce que là, je veux partir dans plein d'autres directions. C'est difficile en ce moment parce que vous êtes à l'épreuve des faits, vous êtes à l'épreuve. Incarnez maintenant ce que vous êtes. Revenez à votre authenticité, à ce que vous n'avez plus. Il n'y a plus besoin de mensonges, plus besoin de se contredire. Les incohérences sont mises au grand jour. Les vérités vont être dévoilées. Beaucoup de vérités, mais beaucoup de mensonges dans le même temps. C'est en ça ce qu'il se passe. On me fait comme ça, comme si tout était en train d'être rééquilibré.
C'est comme si on mettait tout dans la machine à laver pour ressortir plus propre. Ouais. L'image qu'on met un peu. Ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps. Prenez votre mal en patience. Il y a des humanités qui sont en train de se forger différentes. Des humains qui s'éveillent, qui se révèlent. Des guerriers qui se révèlent dans le tumulte, dans le vacarme du monde. Bien des belles choses à venir. Un accomplissement à venir. Mais pas tout de suite. Ah ouais, mais c'est marrant parce que tu dis des choses qui correspondent beaucoup. Enfin, bon, je travaille dans des articles sur le monde invisible et je rencontre différentes personnes. Et ce que tu dis correspond parfaitement à ce qui est dit en ce moment. Et là, c'est l'image qu'on me donne. Alors, ce qui est difficile pour moi, pour vous dire un peu ce que je ressens, c'est je suis un peu entre deux, justement, comme si je suis au milieu de cette balance entre ces énergies qui sont lourdes, qui sont dégueulasses, il faut le dire, vraiment. Et en même temps, tout l'inverse. Pour montrer le potentiel, en fait, ce qui est en train de se préparer, c'est immense. On n'en a pas conscience, véritablement, on n'en a pas conscience. Et c'est ce sentiment d'être entre deux, en fait, qui fait mal, là, moi, en tout cas, qui tourne à l'intérieur de moi. Mais ouais, je pense a priori, c'est pas terminé, mais j'ai des sourires, j'ai quand même des gens qui dansent. J'ai de la joie. C'est toujours délicat de donner des dates. C'est toujours délicat parce que on n'a pas un futur, mais il y a des lignes de temps on fait comme ça part comme ça. En fait, on a des hypothèses et puis c'est à nous de choisir l'hypothèse la plus lumineuse, en fait. Mais en fait, on a une croisée des chemins pour moi. C'est ce qu'on me montre en faisant comme ça. On a la croisée des chemins et maintenant, qu'est-ce que vous choisissez? On te parle de choix. C'est à chaque être humain de choisir ce qu'il est finalement, de retrouver ce qu'il est ou de repartir dans son inconscience. On est dans là c'est un peu moi qui reprends le relais, et ce que me disait aussi un chaman, on est dans une période où chacun maintenant doit se positionner. Se positionner, voilà. Il n'y a pas de jugement pour en fait, on est en train de c'est une division, c'est une forme de guerre, fratricide, j'entends, c'est une division, mais pour mieux se retrouver, après se retrouver où, quand, voilà. C'est une forme de scission. J'ai eu une image un jour très poétique, très jolie, de deux trains, et on me disait, tu vois, c'était un soir, j'étais chez moi tranquille et pas forcément en cérémonie, mais je voyais deux trains et on me disait deux trains comme deux mondes, deux trains comme deux mondes. Et je voyais deux trains, on me disait, tu vois, voilà, ces deux trains, ces deux mondes, en fait. Ils sont libres de choisir dans quel train ils ont envie de monter. Voilà. L'un mène à une toute autre humanité, une autre façon de vivre ensemble, d'autres valeurs, un monde tout autre. Et l'autre, il reste sur le quai de la gare, on me dit, l'autre, c'est le train de ceux qui n'ont pas envie que ça change, en fait. Ouais. C'est le train de ceux qui ont peur de lâcher, justement, de se dépouiller, de lâcher. Lâcher. Maintenant, Jessica, c'est vrai que tu as passé plusieurs jours au milieu de la jungle. On se rend compte, malgré tout, que la planète n'a pas spécialement besoin de l'humain non plus. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se tromper, quoi. Enfin, on n'est pas au centre de tout, on fait partie d'un système, mais on n'est pas une finalité, on est une composante. Et ce que m'ont appris ces voyages, et je pense que le plus beau des messages, c'est en effet, c'est de comprendre qu'on est relié, connecté. Bon, beaucoup l'ont dit, évidemment, mais quand tu le dis comme ça, tant que tu ne l'as pas ressenti, tant que tu n'as pas fait l'expérience directe, c'est difficile d'en parler. Mais quand tu comprends, quand tu ressens, enfin moi, quand je ressens, par exemple, l'esprit du loup, un jaguar, un colibri, une plante, la rose, qui m'accompagne, voilà, c'est l'un des premiers esprits enseignants. Quand tu ressens ce que c'est d'être une rose, je l'ai ressenti, d'être une rose, d'être une fourmi,
tu te dis, mais qu'est-ce qu'on est arrogant en fait, parce que chaque être vivant mérite à sa place. Et lorsque tu comprends le mal qu'on fait, j'ai eu, cela se voit dans le film, il y a un moment donné, je suis au milieu de la rivière et je me sens tout à coup connectée à l'esprit de la forêt et je sens ma conscience qui s'expand et je me sens connectée au-delà de la forêt à la planète, à la Terre. Et je ressens la souffrance, une souffrance mais immense qui est, alors je ne sais pas si c'est celle de la Terre, mais en tout cas qui ne m'appartient pas, qui n'est pas que la mienne. Et ce sentiment d'être relié, ça change tout. Et là, je me suis dit, mais si chacun, en tout cas, si une masse, une majorité pouvait avoir ce sentiment, cette reliance, ça changerait tout. Ouais. C'est en vivant les choses qu'on les comprend. De toute façon, c'est un peu. C'est-à-dire que ton chat, tu le vois plus comme un chat, mais comme un être divin, en fait, comme une créature extraordinaire. Même ton ficus, et c'est pas être perché que de dire ça. Tu as cette conscience que oui, l'homme est beau, l'homme est grand, l'homme a des capacités extraordinaires, mais autour de lui, il n'est pas seul en fait. Oui, c'est ça. Chaque grain de sable, comme tu disais, est important. J'ai juste une question quand même, parce qu'effectivement, tu parlais de monde connecté, en tout cas de personnes connectées. Le problème, souvent, lorsqu'on discute du chamanisme ou d'expériences de mort imminente, toute sortie de corps, ou tout ce qu'on veut, c'est que c'est une expérience individuelle. C'est un petit peu la limite de l'exercice. Mais alors là, je pose la question aussi bien à Natacha qu'à toi, Jessica. Est-ce qu'on a des récits d'expériences chamaniques communes, c'est-à-dire des gens qui vont raconter des récits dans d'autres dimensions, mais en disant toi je t'ai vu, toi t'as fait ça, oui je me souviens, j'ai fait ça, voilà. Est-ce qu'on a ce genre de récit ou pas? Alors, avant que Jessica parle de son expérience chamanique, parce que ça, je ne peux pas répondre, moi, je peux répondre à ta question sur les expériences de mort partagées. Il y a plusieurs personnes qui ont effectivement vécu en même temps que la personne qui partait, sa mort, son départ. Donc, c'est une expérience de mort partagée. Maintenant, Jessica, je pense que toi, tu vas pouvoir répondre à la question de Pascal sur le chamanisme proprement dit. Alors, durant les cérémonies que j'ai faites, ces voyages chamaniques, on est une petite quinzaine et on vient de tous horizons. Moi, au Pérou, il y avait des personnes qui venaient de Chine, d'Ukraine, de Russie, des Américains, des Français, vraiment de tout. Et donc, on n'a pas de socle commun et puis on ne se connaissait pas. Voilà. Oui, il arrive que durant des cérémonies, même si c'est une expérience très intime, on se rejoigne. Moi, j'ai notamment une connexion avec certains chamans. Il nous arrive de les entendre en télépathie. Et puis, j'ai entendu des récits de personnes qui se sont vues dans des voyages similaires. Après, c'est encore une fois, c'est une expérience très personnelle. Et les esprits, notamment la plante, ce qu'on appelle la madré, l'ayahuasca, te montre ce que toi, tu as besoin de voir en toi pour guérir. Mais quand tu es empathe ou chaman et que tu es dans une cérémonie de guérison, moi, il m'est arrivé de comprendre ce que vivait, en tout cas, la jeune fille à 5 mètres de moi, que je ne connaissais pas. Là, je me disais, tiens, là, elle est en train la pauvre de purger pour sa mère, pour sa grand-mère, pour sa lignée. Et je l'accompagnais à distance. Mais oui, tu peux. On est tous connectés. C'est cette image que j'écris dans le livre. Il y a des moments où on a la sensation d'être dans un vaisseau spatial, que le chaman, c'est le pilote du vaisseau spatial, et qu'on est tous, qu'on est tous dans un espace-temps différent, une espèce de singularité, quoi, effectivement. Ouais.
Et alors, je pose la question aussi, mais parce que pour moi, science et spiritualité ne sont pas du tout contradictoires, bien au contraire. Hein. Je pense que si la science se penchait parfois plus sur la spiritualité, ça irait plus vite. Mais est-ce que tu sais si des études ont été faites justement sur la ayahuasca, sur ses effets, les zones qu'elle activait dans le cerveau? Est-ce que ça, aujourd'hui, la science y va ou elle dit c'est un truc de psychotique, on n'y va pas? Alors, je ne suis pas scientifique, donc je n'aurai pas un discours scientifique et j'en parlerai en détail pas très très bien. Mais depuis de ce que j'ai lu et des conférences que j'ai entendues et puis des personnes que j'ai rencontrées, l'ayahuasca, en tout cas les psychédéliques, notamment avec les champignons, voilà, il y a plusieurs formes de médecine psychédélique. Ça fait plus de 40 ans, en tout cas, que c'est étudié. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il y a même des documentaires sur Netflix qui mettent en avant de nouvelles études thérapeutiques aux États-Unis. Je crois qu'il y a 3 cliniques qui sont en train d'utiliser la DMT. La DMT, c'est la molécule qui est présente dans le breuvage sacré, induit par la liane d'ayahuasca. La DMT, les LSD, ce sont en ce moment, ils ont déjà été étudiés il y a 40-50 ans, mais aujourd'hui qu'il y a un regain, une fascination pour ces médecines-là, ces thérapies, oui, c'est étudié pour la dépression, l'alcoolisme, des addictions, etc. En tout cas, ce que j'ai envie d'ajouter, de ce que j'ai lu, et des scientifiques en ont très très bien parlé, bien mieux que moi, ce ne sont pas des drogues. Et ce ne sont pas pour moi des hallucinogènes, au sens où tu contactes une autre réalité, qui n'est pas celle que tu vis en 3 dimensions. Hein. Ce sont d'autres réalités, ce ne sont pas des déformations de la réalité. Ce sont des élargissements de conscience. Et oui, la science se penche très sérieusement sur ces médecines. Évidemment, ça fait... pour le monde, l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique, voilà. Oui, c'est pas... Oui. Il faut savoir que la DMT est présente naturellement chez l'être humain, déjà. Et comme tu disais, Jessica, il y a énormément de recherches qui ont été faites et qui ont prouvé que nous pouvions arriver par des états de conscience modifiés à guérir, à traverser des deuils et tout ce dont tu as parlé. Et moi, je vais faire le parallèle avec ce dont on parlait dans une émission précédente avec toi, avec Sonia Barkala, et la localisation de la conscience. Parce que finalement, toutes ces recherches sur la DMT, ces recherches sur l'ayahuasca, ces recherches sur les états modifiés de conscience, par hypnose, par différents moyens, méditation aussi, on peut y arriver, montrent une chose, c'est que notre cerveau agit un petit peu comme un filtre et que là, ces plantes, la DMT, etc., vont ouvrir un petit peu ce filtre et avoir accès à une autre conscience, à notre conscience. Enfin, tu en parles très, très bien dans ton livre, Jessica, qui nous sommes. Alors, ce que disent les scientifiques aussi, c'est qu'on ne perçoit avec notre œil physique qu'1% du spectre lumineux. Oui. Bon, voilà. Ça veut dire qu'on ne perçoit pas grand-chose de la réalité. Hein. Quand tu prends ton téléphone, l'onde téléphone, l'onde radio, tu la vois pas, pourtant elle existe. Puisque, voilà, c'est le problème de nos filtres, et c'est un peu le sophisme, quoi. L'homme est la mesure de toute chose. Non, justement, le problème, c'est que justement, il y a plein de choses qu'on voit pas. Il y a même énormément de choses qu'on voit pas. Par contre, Jessica, tu soulevais quelque chose qui est intéressant, je trouve. C'est qu'aujourd'hui, tu nous dis, maintenant que j'ai fait cette expérience, c'est un petit peu comme si mon cerveau savait comment se connecter. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de la plante. Ça, c'est intéressant. Il y a des moments où je la ressens son odeur, sa fréquence, mais il y a pas, je ne travaille pas qu'avec la plante, qu'avec l'esprit de la plante, parce qu'en fait, ce n'est pas légal, hein, on va le redire. Oui, c'est l'esprit de la plante. Voilà. Mais en effet, je peux entrer en transe. Alors, pas comme ça. Il y a des moments quand même, ça dépend de qui tu es en face de moi, en fait. Il m'est arrivé dans un contexte
hors séance, hors consultation, de rencontrer quelqu'un et d'avoir cet élan vers cette personne, d'avoir ce besoin de lui dire des choses, de lui prendre la main, de lui dire, lui transmettre des énergies, lui transmettre des messages. Là, c'est pas moi. Là, je suis poussée dans le dos par mes amis invisibles. Et là, je le fais. Je me dis, la personne ne m'a rien demandé, mais s'il se passe ce qu'il se passe, c'est qu'elle est ouverte à ça, qu'elle est réceptive. Pour l'instant, ça ne m'a jamais causé de tort. Hein, ça a toujours été bien reçu. Mais oui, depuis que j'ai fait ces expériences, en effet, en tout cas, j'ai une capacité à me mettre dans des états modifiés de conscience beaucoup plus facilement. Parfois entendre une musique, respirer, voilà, la respiration, on parlait de la DMT, la respiration aussi ferait monter la DMT. Je ne sais pas si j'en parle bien, encore une fois, je ne suis pas scientifique, mais voilà, permettrait de produire de la DMT, une façon de respirer particulière. La respiration holotropique. Holotropique, oui, voilà. Oui, c'est une capacité que j'ai aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça sur commande, parce qu'encore une fois, je suis humaine et si je suis dans un moment de colère, de basse fréquence, ou moi aussi, il y a des moments où je suis en colère, j'ai envie de sortir mon bazooka, je dis c'est quoi ce monde de merde et j'avoue, hein. Mais voilà, tout est question de… Et tu fais comment quand tu es en colère, quand tu as toutes ces énergies-là qui remontent, tu fais comment? Est-ce que tu as cessé de lutter contre tout ça? Alors, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la musique. Bon, évidemment, le contact avec la nature. Hein. La musique me transporte. Et dans le chamanisme, Shipibo Konibo, dans le chamanisme, dans tous les chamanismes, hein, on travaille de toute façon avec les sons, que ce soit avec le son du tambour, la guimbarde, et puis le son le chant. Moi, quand je vous disais, il m'arrive d'avoir des chants, même quand je ne suis pas en consultation, je chante du matin au soir. Et je saoule les personnes qui sont autour de moi parce que je ne me rends même plus compte. Je dis, mais c'est pas moi qui chante, c'est les esprits. Mais je ne me rends même plus compte. Ils ont bon dos, les esprits. Peut-être. Ça me met dans un état, en tout cas, ça m'apaise. Et les dernières semaines à Paris, dans la rue, quand vraiment je ressentais tout voilà, ce tumulte et que c'était difficile pour moi, spontanément, je me mettais à produire des sons, des chants ou des sons, sans savoir ce que je faisais, mais je sentais que ça me mettait dans une sorte de bulle, en fait, ça me préservait. Ouais, c'était une vibration qui te permettait de t'équilibrer, quoi. Effectivement. D'ailleurs, tu en parles bien dans ton livre, ton retour à Paris, il est compliqué, quoi, parce que voilà, tout te heurte, quoi, en fait. Le son, la bouffe, tout, quoi. Oui, parce que tu es comme un animal. C'est-à-dire toutes tes perceptions sont déployées. Les odeurs, les bruits, et ce que je mange aussi. Il y a des choses que je ne mange plus, que j'ai du mal à manger aujourd'hui. Avec les diètes que j'ai fait, les diètes de plantes que j'ai faites, ce n'est pas c'est ni désagréable, ni c'est pas handicapant. Hein. C'est à moi de bien gérer tout ça. Alors, j'ai une réflexion. Tu parlais tout à l'heure, Pascal, du lien entre la science et le chamanisme. Alors, c'est juste une petite réflexion. Je ne sais pas, c'est pas vraiment une question, mais je t'en parle quand même, Jessica. Et puis, tu as évoqué la chose, Pascal. Donc, il y a un bouquin qui est sorti il y a quelque temps que j'ai lu, dont je m'étais servi pour un des articles pour la revue OVNI Sciences et Histoire, un article sur le chamanisme. C'est un livre qui réunit en fait deux protagonistes, un scientifique et un chaman. Et les deux vont mettre en lien leurs réflexions. Et alors, il y en a un qui dit, le chaman dit au scientifique, le chamanisme, c'est de l'énergie féminine. Ça, c'est… Je ne sais plus précisément comment il le dit. Et puis, le scientifique lui dit, mais bien sûr… Parce que, alors il parlait de ses pratiques, il parlait d'un tas de choses, je ne rentre pas dans les détails, et le scientifique dit, mais bien sûr, quand vous réanimez les cellules en quelque sorte,
il s'agit des mitochondries et en fait, tout ça, les mitochondries, alors je ne suis pas scientifique, hein, donc c'est ma mémoire et je vous dis qu'elle va être un peu vacillante. Les mitochondries viennent de la mère. En fait, c'est les gènes de la mère qui engendrent, enfin qui sont transmises comme ça. Donc c'est l'énergie de la femme. Et toi, tu parles, et ben c'est intéressant parce que dans ton livre que je remonte, qu'est-ce que je dis? Eh ben, tu parles de la femme et tu dis les filles, et ça viendra par les filles. Et oui, c'est pour ça que je t'en parle. Et je précise que je suis pas féministe, comment dire, politisée, ou voilà, ça n'a jamais été un combat, ou ce n'est pas pour enorgueillir un mouvement, par exemple. Mais c'est vrai que ce sont les messages que j'ai entendus très clairement. Déjà, les plantes, hein, les plantes sont, avec lesquelles moi j'ai travaillé sont féminines, avec la rose, l'ayahuasca, et ce sont des messages que j'ai reçus très clairement, en fait. En tout cas, j'ai ressenti très souvent des archétypes ou des énergies féminines. Et moi qui n'ai pas d'enfant, malgré mon âge avancé, j'ai senti ce qu'était être une mère, que de me mettre au monde, et j'ai ressenti ça. Et à ce moment-là, on m'a dit, voilà, c'est vous qui portez, c'est vous qui délivrerez. Et en effet, les années qui viennent seront celles des femmes sacrées. Et on voit en effet un réveil de l'énergie en Inde. Je pense qu'on dirait l'énergie de Shakti. Il y a ces nouvelles énergies, en tout cas en effet, qui pour moi sont en train de bouleverser le patriarcat, les règles établies, et qui sont là pour apporter davantage de bienveillance, de douceur, d'ouverture. Oui. Changement de paradigme, ouais, effectivement, ouais. Ouais, Pascal, t'es perdu là. Tu te dis, ah là là. Moi, si tu savais ce que je pense du patriarcat, tu serais étonné, je pense, effectivement. Hein, donc, d'ailleurs, il y a des textes qui disent qu'au fait, au départ, c'était des matriarcats, des sororités, et absolument pas des patriarcats, et que ça a commencé à partir en autre boudin quand justement c'est devenu des patriarcats, ce que je peux complètement comprendre, effectivement. Alors, écoutez, mesdames, j'allais dire les filles, non, mesdames, pardon, je ne veux pas trop de. On arrive doucement à l'heure d'émission quand même. Vous voyez, ça passe vite à chaque fois. Hein. Et oui. Alors, ce que j'aimerais qu'on aborde, Jessica, justement, c'est tes prochains projets, parce que tu as abordé ce chamanisme-là, mais aujourd'hui, je crus comprendre que tu voudrais aborder aussi, en tout cas, étudier les autres formes de chamanisme. Et avant, il y a une question essentielle dont tu parles dans le bouquin. Est-ce que tu as fini par avoir le 06 de ton futur chaman? Alors, tu l'as lu? Est-ce que tu l'as trouvé, ce Québécois? Ça, c'est une de mes questions, mes intentions. Et non, j'avoue que non. Les esprits sont farceurs, ou je ne sais pas à qui ils me réservent, mais... On est peut-être regardé au Québec, hein, Jessica. Hein, donc, Pardon? On est peut-être regardé au Québec, hein, donc. Oui, mais tu devrais préciser pourquoi tu parles d'un Québécois. Ça va être private joke là. Bon, qui explique alors? Moi, j'explique pas. Jessica, explique cette anecdote. Parce que c'était très drôle. Moi, ça m'avait fait beaucoup rire. En tout cas. Lors d'une cérémonie, évidemment, je demande à en savoir toujours plus, hein, à voir les informations que je suis capable d'accueillir et à comprendre les univers et ce que j'ai à faire, etc. Et qui je suis, d'où je viens, etc. Il y a quand même une intention qui revient. C'est si je pouvais avoir le 06 de l'homme de ma vie, ce serait chouette aussi. Ce serait une information très, très, très chouette aussi. Et durant toute une soirée, l'esprit de la Madré m'a parlé avec l'accent québécois. Et j'avoue que je m'étais toujours dit, voilà, quelqu'un avec l'accent québécois ne peut pas me séduire parce que pour moi, c'est pas un accent séduisant. Je suis désolée, hein, je suis dans le jugement complètement, j'avoue. Ouais. Grillé, là. Avec l'accent québécois. Alors pour le coup, j'ai au moins cette nuit-là, j'ai pas vomi, j'ai pas pleuré, j'ai ri, j'en pouvais plus. Je me dis mais arrête, tellement j'ai ri. Et c'était justement pour casser l'une de mes croyances limitantes certainement. Alors peut-être que en effet,
mon chaman à moi est québécois. Appelez-le québécois. Voilà. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Tabarnak. Ah, voilà. Effectivement. Bon, enfin, c'est pas au Québec que ça va se passer la suite de tes aventures, si tout va bien. Non, normalement, c'est en Mongolie. J'y vais peut-être cet été. J'espère qu'on pourra voyager sereinement. Parce que oui, j'ai cet appel très, très fort. Moi, il m'arrive il y a des nuits, des nuits où je me réveille, j'entends des tambours, où j'ai des visions de chamans amérindiens, mongols, où j'entends des langues qui me semblent être de par là-bas, et des sons très gutturaux. Et moi, je ressens en tout cas cet appel à explorer ces chamanismes-là. Voilà. Donc là, je vais y aller. Voilà, ton projet, ce serait de pouvoir partir là-bas, si possible avec un cadreur, enfin en tout cas avec un caméraman, effectivement. Alors, si possible, mon idéal, moi, ce serait de continuer à voyager, à apprendre déjà pour moi, pour continuer à me guérir de mes peurs, de mes blessures, et puis à continuer à m'ouvrir et à transmettre par des écrits, par des livres et par des films. La difficulté avec les films, c'est que les esprits ne souhaitent pas toujours, de ce qu'on a dit, être filmés. Donc, c'est pas évident de filmer certaines cérémonies. Là, on a eu beaucoup de chance au Pérou. On a fait un joli film. On a eu vraiment beaucoup de chance. Les portes ont été toutes ouvertes. On verra ce qu'il se passera autour du monde. Mais oui, ça, c'est mon projet. C'est celui-ci, en tout cas. Et alors, ce film, justement, parce que le livre est très bien illustré, effectivement, il y a beaucoup de photos. Ce film, aujourd'hui, on peut le regarder ou pas encore? Alors, il est en cours de montage. Je recherche toujours des partenaires pour m'aider à le terminer, parce que c'est pas, pour l'instant, c'était en fonds propres. J'ai mis tout mon cœur et plus que mon cœur dans ce projet. Et c'est un sujet qui n'est pas évident en télévision. Évidemment, j'aurais voulu le vendre en télévision, mais aujourd'hui, je me dis, on a des plateformes qui sont bien plus libres, bien plus créatives, et je préfère exister et garder toute mon authenticité, l'écriture, la façon dont j'ai envie de raconter les choses, plutôt que de rentrer dans une case. Donc, je ne suis pas certaine qu'il sera diffusé en télévision. En revanche, certainement qu'il apparaîtra sur une plateforme. Mais d'abord, je dois le terminer. Donc, j'attends de rencontrer les partenaires, les personnes qui terminer. C'est vrai que quand on voit le parcours de Patrice Pouillarde avec son film BAM, bâtisseur de l'ancien monde, moi, je trouve que c'est une réussite parce qu'il a pu faire le film qu'il voulait. C'est vachement intéressant comme démarche, je trouve. Oui. Oui, mais je suis dans. En fait, c'est marrant que tu parles de Patrice, parce que je pensais justement à son projet il y a quelque temps, et je me disais que mon projet prendrait peut-être ce chemin-là, en fait. Ça prendrait du temps, parce que il y a des choses que certaines personnes n'ont pas envie d'entendre non plus, d'entendre pas seul, qu'il y a d'autres réalités, voir des personnes souffrir visuellement aussi, se mettre en transe, mais aussi être dans des états de béatitude, d'extase presque mystique. C'est pas presque, c'est mystique. C'est pas tout à fait encore accueilli, en tout cas par les grands médias. C'est des chemins de traverse, et c'est de toute façon, je pense que c'est aussi de façon générale, c'est aussi ce à quoi on invite des personnes qui ont des projets qui sortent un peu du cadre, justement, de prendre le chemin de traverse, de se réunir, de travailler en collaboratif, en coopération, de se réunir et de ne pas attendre le bon vouloir de ce qui déjà existe déjà, en fait, de ce qui a déjà rue. Tu sais, regarde, les jeunes aujourd'hui, ils ne regardent plus la télé, ils regardent à la carte ce qu'ils veulent quand ils veulent, ce qu'ils ont envie. Enfin, on ne leur dicte pas ce qu'ils doivent regarder. Ils sont, en tout cas sur les programmes télé ou autres, ils sont beaucoup plus consommateurs que nous, on l'a été. Nous, on avait 3 chaînes, on se mettait devant ce qu'il y avait, et puis même si on n'aimait pas, on était quand même devant, quoi. Donc, on était passifs, oui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande, en tout cas, d'être plus actifs, d'être créatifs, et de se réunir, voilà. Pour créer des projets qui vont
qui vont impacter à leur mesure. Hein. Je n'ai pas la prétention de dire que ça va changer le monde, mon film ni mon livre, mais si déjà ça peut résonner un peu, impacter quelques personnes, oui, j'en serais fière. Il faut le dire aussi. Il faut dire aussi quand on est fier de soi, c'est pas un manque d'humilité. C'est exactement l'esprit Maybe aussi. On sait qu'on est des tout petits bébés médias, mais s'il y a 10 personnes qui regardent et puis que ça leur inspire une réflexion positive, et c'est ça de gagner, quoi. Hein. Voilà, c'est petit à petit, effectivement. Vous connaissez la métaphore du colibri, non? Oui. Ouais, oui. Non, tu connais pas, Pascal? Non, je crois pas. Enfin, vas-y, comme ça au moins. Ouais, alors je sais plus qui disait ça, je ne me souviens plus du nom. Tu connais Jessica? Oui. Rappelle-moi le nom de celui qui parlait de la métaphore du colibri. Alors, je ne sais pas si c'est Pierre Rabhi, parce que. Si, justement, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, un colibri, donc en fait, il y a un énorme incendie et il y a plein d'animaux qui sont là, spectateurs malheureux devant cet incendie. Et puis, il voit un petit colibri qui arrive, tac, il met sa petite goutte. Il revient, il met sa petite goutte d'eau, il revient, etc. Puis les autres le regardent et lui disent, mais ça sert à rien ce que tu fais. Puis il les regarde et puis il leur dit, au moins, moi, je fais ma part. Voilà, au moins j'aurais essayé. En fait, ce que tu dis, Natacha, ça me rappelle une des métaphores qu'on m'a transmises, un message qui est assez poétique, et j'ai souvent des messages poétiques que j'écris en écriture automatique. On m'a dit un jour, tu vois, tu n'as l'impression de n'être qu'un grain de sable, mais nous, de là d'où nous vous observons, les guides, sous-entendu les guides, nous voyons de très jolies plages se former. On m'a donné cette vision de plages immenses autour de la Terre, et ça répondait aussi à l'interrogation d'une amie qui est aussi une très 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 belle âme et très 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 connectée, qui me disait, mais il y a tant à faire et on va pas y arriver. On va pas y arriver. On est que des poussières, on est que des grains de sable. Et je lui ai dit le lendemain, j'ai dit, tu sais ce qu'on m'a dit? On m'a dit que oui, on est des grains de sable, on est des très beaux grains de sable, et on impacte à notre mesure le monde. J'ai des personnes aussi en consultation qui viennent me voir et qui me disent, qu'est-ce que je peux faire moi pour faire changer les choses? C'est pas suffisant, avec ce sentiment vraiment presque d'errance, de désespoir, se sentir tout petit, presque minable. Et dans les messages que je transmets, je ressens aussi le message. Et j'ai ressenti, quand on a dit, je pense à quelqu'un en particulier, on lui a dit, mais si tu savais comme tu impactes le monde, et j'ai ressenti ce que cette personne faisait dont elle n'avait aucune conscience, à sa petite mesure, à sa petite hauteur. Et c'était magnifique ce qu'elle faisait. Elle ne s'en rendait pas compte. Peut-être aussi peut-être aussi qu'on fait en sorte qu'on ne s'en rende pas compte, pour qu'on garde notre humilité et qu'on continue d'œuvrer dans cette voie-là. Parce que si on se rendait compte de l'impact qu'on a, certaines personnes, c'est bon, j'ai fini, voilà. Voilà, ça se la faire. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je suis un peu d'accord avec ça, effectivement. Jessica, si on veut te donner un coup de main, te contacter, comment on fait? Alors, j'ai une page Facebook pro, j'ai un Instagram, j'ai fait aucune communication, j'ai pas de site internet. On va dire ma page Facebook pro. Jessica, elle a un nom. Alors, elle s'appelle Jessica Marie Guidance au singulier. Marie parce que c'est mon deuxième prénom, pas parce que je me prends pour Marie Mère de Dieu. Et Guidance parce que c'est ce que je propose. Voilà. Ou Jessica De Cap sur Instagram. Voilà. Bon. Donc n'hésitez pas. Voilà. Si vous voulez donner un petit coup de main à Jessica. Amis producteurs, tout ce qu'on veut, québécois. Un producteur québécois, voilà, comme ça au moins, c'est le jackpot, effectivement. C'est québécois, avec plaisir. Bon, en tout cas, un grand merci Jessica. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir discuter avec toi. Ça me fait toujours plaisir de te voir, de discuter avec toi, mais en plus dans ce cadre-là, c'est vraiment sympa de pouvoir t'accueillir au sein du Maybe. Et puis, je te le dis, c'est un livre courageux où concrètement, enfin je le dis souvent, tu t'es mis à poil de temps en temps quand même dedans. Ah oui, non, oui. il faut le dire, quoi. Oui. Ouais. Hein, c'est pas toujours évident non plus. Hein.
Oui, oui, mais enfin, cette démarche, si elle n'est pas authentique et sincère, en fait, c'est là, je n'ai pas tout à fait répondu à ta question quand tu disais comment tu fais pour pas, en gros, pour pas. Est-ce que tu as eu peur qu'on te prenne pour une mytho, pour une perchée ou quelqu'un qui fabule? Bon, ça arrivera, hein, ça arrivera. Hein. Oui, mais c'est comme ça. Hein. Tant que moi, je suis voilà, je ne me renie pas, je renie pas moi ce que j'ai vécu. Évidemment, oui, ça va questionner énormément. Je m'y attends. Mais c'est en étant la plus sincère, la plus authentique possible. Voilà, quand je parle de mes doutes. Et oui, je me mets à poil parce que j'ai envie aussi de montrer que le chemin est long et difficile. Mais que il est beau aussi. Il est beau. Voilà. Effectivement. Natacha, je te laisse peut-être le mot de la fin. Eh bien, je te remercie de me le laisser parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je trouvais que ce livre, comme tu te mets à nu, ça nous montre ta très, très belle part d'humanité et ce que nous, on peut porter. C'est vrai, c'est vrai. Et vraiment, j'étais très émue par ton livre. Merci beaucoup. Voilà, donc on va mettre une incrustation du livre. Tiens, je vais la mettre là. Voilà, regarde, magie de la technique, il sera là. Voilà, on va la mettre là. J'ai décidé. Chaman, Pérou, La Porte des Étoiles, donc aux éditions Terre en Ciel. C'est ça, c'est Terre en Ciel. Hein. Terre en Ciel édition, voilà. Voilà. Et puis moi, je l'ai vu déjà dans un Cultura, donc voilà, il est accessible. N'hésitez pas, achetez-le. Vous allez passer un très bon moment en partageant ce voyage avec Jessica. Voilà, mesdames, écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Maybe. Merci beaucoup pour cet entretien. Moi, j'ai passé, comme d'habitude, un très bon moment à discuter avec vous. Et puis bon, pour vous qui nous regardez, n'hésitez pas à partager cette émission, à faire découvrir l'émission, la partageant, les petits pouces bleus. Abonnez-vous pour avoir la suite des aventures du Maybe. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée à tous. Ciao, ciao.